Au tribunal, tout le monde retenait son souffle. La salle, déjà pleine à craquer, s'était figée, comme un décor que l'on oublie de bouger. Les murmures s'étaient arrêtés en pleine phrase. Un juron détendu, quelque part au fond, avait disparu. La frappe du maillet semblait lourde dans l'air, puis s'était tue. Et, au milieu de ce silence qui pesait plus qu'une déclaration, une petite fille de 7 ans se leva et dit d'une voix claire « Je voudrais montrer quelque chose ». Cette image, la fillette qui tend la main vers la table du greffier, la tablette fissurée sous ses doigts, le regard de sa mère qui vacille entre la peur et l'espoir, fut ce que la plupart des gens retenaient après. Mais ce n'était pas un événement surgissant de nulle part. C'était la conséquence d'une année où la maison s'était lentement transformée en île déserte, d'une suite de gestes minuscules qui, mis bout à bout, avaient construit une machinerie de mise à l'écart. Voici comment tout avait basculé. Avant d'aller plus loin, dites-nous vite d'où vous nous regardez dans les commentaires. Quand on pénètre pour la première fois dans l'appartement de Nala, on n'y remarque pas tout de suite la tempête qui gronde sous la surface. Les plantes sur le rebord de la fenêtre tiennent encore, pas encore mortes. Une odeur de café filtre flotte, mêlée à une touche de détergent, signe d'un soin quotidien et automatique. Un petit manteau rouge accroché à la patère, une paire de bottines à moitié rangées sous la console, un dessin, une tortue, des nuages, collés au réfrigérateur. Ce sont des indices d'une vie ordinaire. Ce sont aussi des ancrages auxquels Nala s'accrochait, lorsque tout autour commençait à glisser. Nala se levait avant que l'aube ne se détache, préparait un sandwich, une boîte de jus, une tasse de chocolat tiède dont elle ne finissait jamais la moitié. Elle coiffait Zarya, des nattes serrées, des élastiques violets, et lui chantait toujours la même chanson, celle qu'elle inventait quand Zarya était bébé. Puis elle partait, parfois pour son travail, parfois pour la boulangerie où elle donnait un coup de main en fin de semaine, parfois pour des rendez-vous qu'elle cherchait le plus souvent à se persuader d'avoir choisi. Dans sa vie, il y avait des petites réussites, une vente sur le marché du samedi, un compliment d'une cliente sur un pain cuit à la perfection, une commande pour des cupcakes décorés selon un thème improbable, sirène, dinosaure, étoile. Ces victoires tenaient lieu de colonne vertébrale. Elles tenaient 1 jour, 2 jours, puis moins encore. Toon, son mari, avait un parcours différent. Il avait toujours aimé la belle apparence des choses. Une chemise bien repassée, une montre au reflet métallique, une voiture qui parlait plus fort que les goûts. Au début, leur relation avait reposé sur un équilibre imparfait mais stable. Il mettait la caution et les projets, elle mettait les heures et l'attention. Avec le temps, cet équilibre s'était distordu. Les voyages d'affaires se succédaient en notes floues. Les conversations se terminaient par des silences qui duraient et les petites plaisanteries du matin prirent la forme de critiques à peine voilées. Nala apprit à recadrer ses désirs pour ne pas déranger. Elle rangeait sa colère dans des boîtes hermétiques et la déposait au fond d'un tiroir qu'elle n'ouvrait plus. Les signes étaient discrets, presque apologétiques. Un mot qui n'arrivait pas, une réunion surprise, une remarque sur ses dépenses. Puis vinrent les détails pratiques. Les cartes bancaires furent, pour des raisons de sécurité, transférées dans une autre pochette. Les mots « transparence » et « s'assurer pour l'avenir » remplacèrent la tendresse. Tmen commença à parler d'un projet, l'avenir de Zarya, la stabilité, des décisions qu'il faudrait prendre. Il prenait les décisions. Il montrait un dossier de factures en papier, des relevés numériques imprimés, des courriels qu'il lisait comme on lit une prière. De l'extérieur, tout pouvait sembler raisonnable. Pour Nala, chaque nouvelle contrainte mordait un peu plus sa capacité à décider. Elle avait l'impression d'être devenue secondaire dans sa propre vie. Cela commença par des petites humiliations publiques, des remarques dites d'un ton qui n'appelait pas de réponse. Un soir, devant un repas de famille, quelqu'un fit une plaisanterie sur les déficits d'attention. Tmen hocha la tête comme pour confirmer. Une autre fois, une photo prise lors d'une sortie montrait Nala en larmes, le visage flou. On l'utilisa comme preuve de fragilité. Les témoins d'un mariage, des voisins, des collègues, tous furent mis en place comme s'ils tenaient des pièces d'un puzzle qu'on construisait pour l'écraser. Et dans cette construction, une tierce personne joua un rôle clé. La psychologue que Tmen présenta d'abord comme une alliée, puis comme une voix experte, la docteure Valencia. Valencia arriva avec une douceur de façade, voix mesurée, sourire affable, carnet à la couverture discrète. Elle se présentait comme quelqu'un qui comprend les dynamiques familiales et parla longuement de besoins de l'enfant, de stabilité émotionnelle. Dans les premiers rendez-vous, ses conseils furent des ponts illusionnés, suggestions pour aménager des routines, des jeux pour renforcer les liens parents-enfants, des exercices respiratoires pour calmer les soirées tendues. Elle parlait aussi, subtilement, de la nécessité de clarifier les rôles pour le bien de Zarya. Ces mots, prononcés dans la pénombre de la cuisine, devinrent des leviers. Peu à peu, la ligne entre avis professionnel et manœuvre se brouilla.
Valencia passait du rôle de thérapeute à celui d'allié de Tmen avec une aisance qui ne laissait pas présager la suite. Pourquoi garder une vieille tablette cassée? C'était une question que l'on entendrait souvent ensuite, presque comme une incrimination. Mais pour Zarya, la tablette n'avait jamais été un instrument de guerre. C'était un objet transitionnel, un compagnon. On l'avait trouvé dans un bac de rabais, un écran fêlé mais un son encore clair. Zarya l'avait baptisé Tabi. Elle y mettait des vidéos de ses danses, des chansons, des photos de ses vacances au bord de la mer avec sa mère. Parfois, quand il faisait trop sombre dans la maison, elle pressait le bouton pour revoir ses images et respirer un peu. Elle aimait filmer aussi. Elle filmait les dinosaures en plastique, la pluie qui courait sur la vitre, ses propres mains qui tapaient des rythmes sur la table. Un enregistrement était pour elle l'assurance d'une mémoire tangible. Avec le recul, c'est ce qui la sauva. Pendant une de ces soirées où les voix des adultes montaient trop haut, Zarya avait appuyé sans le vouloir sur « enregistrer ». Ce soir-là, Tmen parlait dans le salon avec la porte à demi fermée. Sa voix avait ce ton que Nala connaissait, une tendresse qui se piquait parfois d'impatience. Mais la conversation fut différente lorsqu'il fit venir Valencia. Il parlait en chuchotement de chiffres, de courts transferts d'argent, de photos opportunes et de témoignages qui ferniraient l'affaire. La fillette, du haut de ses 7 ans, n'aurait pas su nommer la trahison. Elle n'avait aucune idée des concepts de fraude ou de manœuvre. Elle savait seulement que sa maman pleurait dans la salle de bain et que les adultes disaient des choses qui rendaient les jouets plus silencieux. Les mois qui suivirent amenèrent la lettre d'avocat comme une pierre tombale. L'enveloppe, lourde, avait un timbre professionnel. À l'intérieur, des mots simples mais cruels. Demande de séparation, requête pour la garde principale, liste d'actifs à partager. La maison, certains comptes, objets. Et des accusations qui tenaient d'un autre registre, négligence, instabilité, incapacité à assurer le bien-être de l'enfant. On parlait de preuves, messages, photos, relevés. On demandait des décisions rapides. Lire la lettre fut comme entendre la voiture qui s'éloigne sans fin. Nala relut les lignes comme on repasse du linge taché, espérant effacer la souillure. Son cœur se serra, sa vision se brouilla. À chaque mot lu, le monde rétrécissait. Tmen, face à l'enveloppe ouverte, garda une expression d'homme blessé et responsable. Il savait manier le registre de la gravité. Pour Zarya, dit-il, comme on prononce une sentence à la fois protectrice et impitoyable. Il faisait valoir la logique de ses démarches, la nécessité d'assurer un avenir stable pour l'enfant. Il parlait des preuves avec l'assurance de qui tient un dossier plus gros que la personne à qui il s'adresse. Nala, qui avait longtemps choisi de croire que la colère passait avec la parole, comprit qu'elle se trouvait désormais sur un terrain d'ennemi poli. Elle savait aussi qu'elle ne pourrait gagner qu'avec la vérité, et qu'une partie de cette vérité se nichait, de manière improbable, dans une tablette à l'écran craquelé. Elle engagea un avocat modeste, Attorney Abernathy. Abernathy était loin des cabinets somptueux qui autrefois l'avaient effrayé dans des films. Son bureau tenait dans un petit immeuble, une salle d'attente avec des chaises usées et une table basse couverte de brochures sur des thèmes variés. L'homme lui-même portait des lunettes rondes, des costumes sobres et une voix qui vibrait d'une loyauté presque ténue. « Nous allons nous battre », dit-il la première fois qu'ils se rencontrèrent, non pas comme une promesse triomphante, mais comme la préparation d'une résistance. Il feuilleta le dossier que Tmen avait déposé en face d'eux et pointa des éléments. Une photo mal cadrée où l'on voyait Nala en colère lors d'une cérémonie, des relevés de paiement surtaxés sur lesquels on avait annoté des achats inappropriés, un rapport sommaire de la docteure Valencia. Abernathy plissa les yeux et dit « Ce sont des pièces, mais elles ne sont pas invincibles. » Les jours précédant le procès furent des couloirs étroits de vie rétrécie. Les factures s'empilaient sur la table de la cuisine comme un petit cimetière du quotidien. Un compte bancaire fut mis sous surveillance, des paiements automatiques gelés, sans que nous, dans ce récit, allions dépeindre des manœuvres techniques que nous ne connaissons pas en détail. Nala se retrouva seule à payer des petites factures, à calculer les denrées, à cacher parfois quelques billets dans un livre, à respirer lentement quand la nuit étirait ses anneaux. Zarya, de son côté, ne comprenait pas la complexité légale. Elle sentait cependant le changement comme une altération d'odeur. La maison avait moins d'encens, moins de rires, plus d'ordres indirects. Le procès commença par une scène rituelle. La salle d'audience avait l'odeur du bois ciré et du papier, des ampoules intenses qui dessinaient des ombres nettes. Le public n'était pas seulement composé d'inconnus, il y avait des voisins, des collègues, quelques amis familiers et des gens venus par curiosité. Des journalistes de petites plateformes locales prirent des notes minuscules. L'avocat de Tmen, Attorney Cromwell, avait ce genre d'assurance qui traverse une pièce comme un courant d'air.
Il portait une cravate qui semblait trop voyante pour un tribunal modeste et parlait vite, faisant rebondir les phrases comme des balles. Sa volonté était claire, établir un récit où Nala apparaîtrait comme incapable. Il présenta des images choisies, des extraits de conversations montées pour les faits, des notes d'une apparente cohérence. La docteure Valentia, appelée à la barre, structurait ses interventions de manière professionnelle. Mais quand elle parla, ce ne furent pas seulement des observations cliniques. Il y avait une assurance qu'on interpréta pour certains comme une connivence. Dans leurs interventions, Cromwell et Valentia construisit une architecture où l'écroulement de Nala semblait logique. Nala témoignait à l'occasion. Parfois, elle parvenait à parler avec un calme qui étonnait. Elle racontait sa routine, ses efforts pour maintenir la maison, les rituels du matin. Mais tôt ou tard, quelqu'un renvoyait une image déformée. Un instant de fatigue filmé avait été présenté comme une preuve d'abandon, un message mal interprété comme une séparation émotionnelle. Abernathy tentait de recadrer, d'expliquer le contexte, de rappeler que les photos sont des instants figés, parfois trompeurs. Il produisait des témoins, des factures de cours où Nala donnait des heures de son temps, des clientes qui parlaient de lui acheter des pains. Mais les jurés du tribunal semblaient sensibles aux images saisissantes. Les récits morcelés de la vie quotidienne ont rarement le poids d'une image nette. Lors d'une audience, Nala perdit son sang-froid. C'était un après-midi où la lumière du tribunal avait une dureté bleutée. Cromwell poussa, questionna sur un message, fit une lecture qui la prit de court. Nala sentit sa poitrine se serrer. Les mots qu'on lui jetait comme des pierres firent monter une douleur ancienne. Ses mains tremblèrent, elle baissa la tête. Les murmures dans la salle changèrent, comme si l'on redistribuait les rôles. La mère fragile, l'homme protecteur, l'experte objective. C'était un retournement d'image qui s'inscrivait dans le concret des faits et dans l'impact produit sur les autres. Abernathy tentait de reprendre la main, mais la mécanique montait. Quand Nala sortit de la salle, ses jambes eurent du mal à la porter. La sensation d'un sol qui tangue pouvait disparaître si l'on était aidé, mais l'aide prenait parfois la forme d'un œil critique. Dans ces semaines, la stratégie de Temen devenait visible à ceux qui voulaient voir. Isoler la parole de Nala, entourer la sienne d'apparence de rationalité, envelopper le récit d'une prétendue préoccupation pour l'enfant. Les amis se divisaient, certains restaient, certains s'éloignaient comme on retire une main d'une source trop chaude. Les voisins murmuraient, certains choquaient par leur indifférence. À l'inverse, quelques soutiens virent de femmes qui avaient connu des parcours semblables, de voisins qui se souvenaient d'une tarte partagée un jour de pluie, d'une ancienne collègue qui défendait la ténacité de Nala. Ces gestes étaient précieux, mais souvent insuffisants face à la machine juridique et médiatique qui, petit à petit, modelait un récit. Pendant ces temps, Zaria grandissait d'un autre côté. Sa petite main caressait la tablette comme on caresse un animal domestique. Elle la recouvrait parfois d'un tissu pour qu'elle ne prenne pas froid. Elle mimait des reportages en collant des papiers autour de l'écran, en inventant des voix. Quand ses parents parlaient à mi-voix, elle s'approchait par curiosité, parfois par besoin de comprendre le monde. Les phrases que les adultes laissaient tomber comme des miettes s'enregistraient dans un coin de sa mémoire. La tablette, complice muette, gardait des bribes, des éclats de conversation, des pas, des rires étouffés, un ton de voix qui promettait des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle aimait filmer la nuit quand la maison semblait moins lourde. Et dans un de ces enregistrements, par hasard, il eut un fragment qui deviendrait central, la voix de deux adultes discutant d'un plan. La préparation du procès donna lieu à de petites scènes presque banales, qui, assemblées, prouvèrent l'hostilité. Nala se réveillait parfois en sursaut, convaincue d'avoir entendu le téléphone. Elle vérifiait les volets,
repositionnait une photo sur la table pour qu'elle montre un visage souriant. Elle se lavait les mains comme si, en frottant, elle pouvait effacer l'accusation. Abernathy, de son côté, rédigeait des notes sur un carnet usé. Il lui répétait qu'il fallait garder la tête froide, que la cohérence comptait plus que la passion. La vérité a un poids, lui disait-il, mais la vérité seule n'était pas toujours suffisamment lourde pour contrer une image bien montée. La veille d'une audience décisive, Nala resta tard, à plier des serviettes, à organiser des sacs d'école, à vérifier que la boîte à goûter de Zaria était prête. Elle plaça la tablette dans une boîte à chaussures sous un matelas, non parce qu'elle avait un plan, mais par instinct maternel de cacher ce qui est précieux. Zaria, qui avait observé les gestes du soir, fit semblant de dormir en attendant que sa mère ferme la porte. Puis, en silence, elle retira la boîte, glissa la tablette dans son sac à dos et la serra contre sa poitrine comme on serre un trésor. Le jour où la salle d'audience sembla figée fut une journée où l'épuisement et l'espérance se mêlaient. Cromwell avait marqué un point, il avait fait jouer une séquence qui présentait Nala comme instable, et le murmure de la salle s'était transformé en rumeur lourde. Abernathy avait opposé des témoins qui parlaient de l'engagement de Nala pour sa fille, mais les images sont blessantes et parfois plus rapides à convaincre que les mots. À la mi-journée, on annonça une pause. Les gens parlaient bas dans les couloirs, l'air chargé de spéculations. Quand la séance reprit, la tension était palpable. Le juge, un homme d'âge mûr, parcourut des dossiers, pesait les mots. Son visage était une page qui ne se laissait pas facilement lire. C'est alors que Zaria se leva. Personne ne l'avait remarqué de prime abord. Elle tenait la tablette d'une main ferme, le dos droit, la petite bouche serrée. La salle sentit quelque chose changer sans pouvoir le nommer. Les murmures s'éteignirent, les regards se tournèrent. Certains souriaient, surprise, d'autres fronçaient les sourcils. Le juge inclina légèrement la tête, d'un geste qui demandait la parole. Nala, qui avait été appuyée contre le dossier d'une chaise, sentit son cœur bondir dans sa gorge. Les pensées se bousculèrent. Était-ce permis? Qui avait autorité pour trancher? L'homme qui présidait la salle prit un moment, et après une mesure qui sembla durer des siècles, il fit un signe bref, presque concluant. « Vous pouvez parler. » Zaria approcha la table où son avocat ne siégeait pas, où le greffier gardait des feuilles assemblées comme un livre de comptes. Elle posa la tablette sur la surface, près d'une pile de dossiers, la poussière de ses aventures collée au coin. Ses doigts tremblaient un peu, mais son regard ne quitta pas celui de sa mère. Elle n'était pas la première enfant à avoir un rôle dans une salle d'audience, mais il y avait quelque chose d'insolite dans la détermination de ses yeux. Nala, debout, sentit le monde se rétrécir à l'espace compris entre la tablette et les regards convergents. Les jurés, le juge, les deux avocats, tout le monde se trouvait à la lisière d'un basculement. Cromwell fit un pas en avant, ses lèvres se pinçant. « Madame, vous avez l'intention de présenter une preuve ?» demanda-t-il d'un ton qui mêlait prudence et incrédulité. Abernathy, qui était tout sauf surpris, regarda Zaria d'un air à la fois protecteur et inquiet. « Si la cour le permet, » répondit-il lentement, comme pour apaiser les flux brusques. Le greffier, d'un geste méthodique, posa une procédure. Il nota la demande, inscrivait un bref résumé. Le juge considéra la situation. Son expression était lisible. La loi ne doit pas être un instrument de spectacle, mais elle n'est pas non plus une cage pour la vérité. Zaria, qui n'avait pas besoin de raison procédurale pour être courageuse, branchait déjà discrètement un câble qu'elle avait caché dans la doublure de son sac. La tablette ne ressemblait à rien de valeur. L'écran fissuré renvoyait la lumière en éclats. Des autocollants de licorne s'enroulaient autour de la coque. Elle s'accrocha au port, comme un enfant qui tient la taille d'un parent. Il restait ce geste, cette tension, et le silence, cette fois, énigmatique. La robe d'Abernathy frêla la table. Cromwell fit un mouvement léger, presque de protection pour son camp. Valencia, qui assistait depuis la première rangée, porta la main à son carnet. Tmain, dans le box des témoins, fixa sa femme avec une expression que Nala ne sut pas lire immédiatement. Fureur contenue ou précipitation révélée. Les flashs de quelques appareils se firent plus insistants, comme pour marquer la scène. La salle tenait son souffle. Et puis, au moment où la main de Zaria effleura le bouton d'allumage, tout sembla se concentrer sur la petite face braquée vers l'écran. La lumière de l'écran se posa d'abord sur la petite face concentrée de Zaria, puis sur la fissure qui rangeait la tablette comme une rivière gelée. Le son sortit d'abord faible, comme si la pièce elle-même hésitait à respirer. Puis, les voix d'adultes prirent forme, nettes, désarmantes dans leur banalité. Deux personnes qui parlaient d'argent, de photos, de mettre les choses au clair. Des euphémismes qui, à l'écoute, sonnaient comme des aveux. « On doit faire croire qu'elle est instable », disait une voix d'homme, calme, méthodique. « Pas débile, instable. On montre les éclats, on choisit les photos, les relevés, on les arrange pour qu'ils semblent irréguliers. Et pour la garde, on insiste sur la sécurité de l'enfant.
On arrange une adresse provisoire, on verrouille quelques comptes, tu transfères discrètement et je m'occupe de la narration. Une autre voix, plus posée, répondait « Je peux légitimer le récit », entendit-on. Un diagnostic circonstancié, des observations, des phrases qui paraissent prudentes mais qui pèsent. On structure un rapport, on suggère un plan de suivi qui ne sera pas suivi. Il faut des mots qui paraissent neutres et qui détruisent. Le ton était clinique. Par instant, on entendait des rires étouffés, une signature sur un reçu, le bip d'une notification bancaire. Le plan se déroulait dans la banalité d'une conversation ordinaire, et c'était cela sans doute qui l'avait rendue si dangereuse. On aperçut un carnet à spirale dans lequel Valencia annotait des phrases qui correspondirent, aux yeux de beaucoup, à ce qu'elle disait ensuite au tribunal. On entendit le tintement d'une application bancaire, puis la chime d'une transaction confirmée. Le téléphone d'un des deux affichait un message « Transfert effectué », suivi d'un montant. Plus loin, un fragment de conversation. « On prévoit un témoignage qui tienne », disait la voix masculine. « Tu dis que tu as observé des signes, tu fournis un plan, tu justifies. » Et Valencia, je peux rendre cela crédible, je peux structurer les observations, il faut seulement que tout soit cohérent. À mesure que le récit s'étalait sur l'écran, le malaise de certains se mua en colère froide. Un des voisins présents dans la salle se leva, comme pour protester, mais resta assis. Les jurés se regardèrent, comme pris entre la surprise et l'absurde. Le visage de Nala changea de couleur, d'abord l'incrédulité, puis la stupeur, puis une colère muette qui roulait sous la peau. Elle sentit que ses forces se répartaient, non plus seulement sur ses épaules, mais dans celles de la petite fille qui tenait la tablette. Ses mains se crispèrent autour du dossier de la chaise. Cromwell, voyant la force d'indignation qui montait, tenta une stratégie, expliquer, disqualifier, suggérer une manipulation. Cette séquence a pu être montée, lança-t-il. On peut superposer des sons. Ce qui est montré ici n'est pas nécessairement ce que vous entendez dans son intégralité. Nous réclamons un expert, un examen technique. Abernathy répondit avec une modestie qui n'était pas feinte. Nous le comprendrions. Mais il y a ici des éléments directifs. Les voix sont celles de M. Tmain et de Dr Valencia. On reconnaît la pièce, on a les confirmations de transfert. La question n'est pas seulement technique, elle est humaine. Nous demandons que ces éléments soient pris en compte immédiatement, ne serait-ce que pour protéger la vérité et l'intérêt de l'enfant. Le juge prit une respiration longue. Les assistants se consultèrent. Dans un geste qui reflétait le pragmatisme du tribunal, il décida d'ordonner une suspension brève de la séance et fit venir les responsables de la sécurité de l'édifice. On prit les numéros de téléphone du greffier, on fit des copies provisoires. Un officier, appelé par la présidence, approcha la barre et murmura quelques mots au magistrat. L'atmosphère changea. La salle comprit que cette vidéo n'était plus seulement une pièce dans un dossier civil, mais qu'elle pouvait ouvrir une porte vers des implications pénales. Quelque part, la machine judiciaire s'emballa avec lenteur. On commença à constituer des procès-verbaux, des constats. On mit en place un périmètre pour que des techniciens puissent récupérer la tablette et en faire une copie. Tmain se leva, pâle, et quitta la barre vivement, suivi par Cromwell. Il eut des murmures, des incompréhensions. Puis, un bruit sourd, la porte du box humain se referma. Certains spectateurs applaudirent sans s'en rendre compte, d'autres pleurèrent. La séance fut suspendue pour la journée. Dans les couloirs du palais, la rumeur roulait, plus rapide que la vérité. Des techniciens informatiques prirent la tablette, la posèrent sur une table, la photographièrent sous tous les angles. Abernathy insista pour faire constater la date et l'heure des fichiers. L'huissier transcrivait chaque mot et prit un métadescriptif. On ne put dans l'instant même ni prononcer de condamnation, ni garantir l'innocence de personne. Mais la balance, jusque-là biaisée, avait retrouvé un poids. Les heures qui suivirent furent un concentré de vie mise à nu. Tmain, dans l'air clos d'une salle d'attente, reçut des appels. On percevait dans sa voix, désormais, des brisures. Cromwell travaillait à conter l'histoire d'une mise en scène, à expliquer qu'on ne devait pas juger un homme sur des extraits sortis de leur contexte. Il parlait de manipulation, il parlait de stratégie. Mais derrière sa rhétorique apparut la nécessité pour lui de convaincre au-delà du tribunal. Il devait convaincre la rue, les journalistes, la famille, tous ceux qui avaient déjà commencé à marchander leur sympathie. Valencia, elle, se replia sur une contenance fragile. Devant quelques reporters, car la nouvelle s'était répandue, elle déclara avec un calme étudié qu'elle coopérerait à toute vérification et qu'elle demeurait persuadée de son éthique professionnelle.
Dans les yeux de certains, pourtant, on lisait l'incompréhension. Comment une personne qui se disait protectrice de l'enfance pouvait se retrouver au cœur de ce qui ressemblait à un plan d'appauvrissement et d'éloignement. Pour Nala, la journée après le visionnage fut un basculement. On la prit à part, on lui expliqua qu'il allait y avoir des enquêtes. On lui proposa d'aller ailleurs pour éviter la pression des médias. Elle refusa. Elle resta près de la petite fille, la serra dans ses bras, sentit le cœur de Zaria battre contre sa poitrine. La chaleur de l'enfant lui rendit un peu de cette humanité qui lui avait été retirée par des papiers et des images. Les semaines qui suivirent furent un mélange de procédures immédiates et de révélations échelonnées. Les enquêteurs prirent contact avec les banques pour vérifier les transferts perçus dans la vidéo. Des reçus apparurent, des confirmations d'ordre bancaire qui corroborèrent la notification entendue sur l'enregistrement. Des témoins anonymes se manifestèrent, apportant des éléments sur des achats inhabituels ou des dépenses qui correspondaient aux sommes évoquées. On découvrit une série d'emails destinés à organiser des rencontres en arguant d'intérêts concernant l'enfant, mais qui, lus à la suite, dessinaient un plan. Ces éléments permirent aux autorités de solliciter une mise sous protection de certains fonds et, en parallèle, de lancer une enquête sur la conduite professionnelle de Dr Valencia. La caméra du récit ne s'arrête pas sur des papiers, elle s'attarde sur les gestes, les mains d'Abernathy tremblant légèrement lorsqu'il signe un formulaire, les yeux de Nala qui s'éclaircissent à chaque fois qu'une nouvelle pièce tombe dans son dossier, la petite main de Zaria qui tient encore Tabi comme un talisman. Il y eut à un moment une audience préliminaire, où le juge ordonna le gel temporaire de certains comptes en attendant la clarification. Une décision de prudence destinée à préserver ce qui était au centre, l'avenir de l'enfant et l'intégrité des biens en contestation. Ce gel n'était pas une victoire instantanée, c'était une pause, un temps pour que la vérité s'assemble en preuve. Les jours qui suivirent virent des confrontations plus rationnelles que spectaculaires, des comptables examinant des relevés, des spécialistes en informatique analysant les métadonnées de la vidéo, des collègues de Valencia interrogés. Parfois, la lenteur des services administratifs exaspérait Nala. Elle se souvenait des nuits passées à tenir la petite pour qu'elle cesse de trembler. Elle se souvenait aussi des petites choses qu'elle avait perdues dans la tourmente, une carte d'anniversaire, une recette, l'odeur d'une tarte chaude, et qui prenaient maintenant une valeur presque sacrée. Le récit judiciaire prit alors une tournure que certains ne voyaient pas venir. La vidéo de Zaria, bien qu'imparfaite dans ses conditions d'enregistrement, devint le foyer de convergence d'autres éléments. Les transferts bancaires furent expliqués par des tiers, des témoins attestèrent de conversations qui corroborèrent l'intention de manipuler des preuves. Il apparut que plusieurs éléments avaient été arrangés de manière concertée. La proposition d'une expertise indépendante sur l'enregistrement confirma l'authenticité de la voix et des bruits de fond. Les relevés accompagnaient désormais la parole. Le dossier prenait une cohérence que personne, dans la salle d'audience où avait eu lieu le visionnage, n'avait anticipée. Pour Temain, la situation se durcit. Il fut convoqué à des interrogatoires, il perdit l'illusion d'une maîtrise totale. Des charges furent évoquées, d'abord à titre probatoire, puis formalisées après des vérifications plus poussées. Complicité dans la fabrication de pièces, transfert frauduleux, tentative d'enlever la capacité parentale par le mensonge organisé. Pour Dr Valencia, la réalité professionnelle se fissura. Des patients se présentèrent pour témoigner, des documents de sa pratique furent examinés et des instances professionnelles ouvrirent des procédures disciplinaires en vue d'une suspension provisoire. Tout ceci se déroula dans la durée et la lourdeur des procédures. Le tribunal civil, où la garde était discutée, se transforma en une suite d'audiences plus sereines, mieux informées. La parole de Nala, qui avait vacillé au début du procès, retrouva un ton qui n'était plus celui de la victime seule, mais d'une femme appuyée par des preuves. Elle raconta, non pas pour blesser, mais pour poser, avec dignité, la réalité du quotidien. Les petites victoires, les boulangeries du samedi, les chansons pour endormir la fillette, les économies minces amassées. Elle parla de la sécurité affective et physique de sa fille, du fait que l'amour n'est pas toujours mesurable par une photo figée. Sa voix, désormais, portait une certitude qui n'était pas animée par la vengeance, mais par la volonté de restaurer une vie. Les audiences se soldèrent finalement par des décisions qui allèrent dans plusieurs directions. Les mesures provisoires établies firent que la garde principale resta conjointe dans l'attente d'une enquête psychologique indépendante. La décision finale, prudente, interviendrait plus tard pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Les comptes gelés furent revus, certains soldes furent réattribués à des fins de sécurité pour la famille. Des ordonnances de restitution furent émises pour certains biens qui avaient été transférés peu avant les procédures. Des sanctions furent prononcées contre les instances professionnelles de Dr Valencia, qui, suite à l'enquête, perdit provisoirement sa capacité à exercer, une mesure disciplinaire qui, pour elle, équivalait à une chute publique et professionnelle.
Tmen, quant à lui, fut poursuivi pour plusieurs chefs en lien direct avec les transferts et la fabrication présumée des preuves. Des enquêtes pénales avancèrent et l'on parla de comparutions à venir. Tout cela prit du temps. Le récit n'y perce rien. Il gagne en crédibilité. La victoire ne fut pas un coup de théâtre instantané, mais une accumulation de faits qui, mis côte à côte, formaient une vérité robuste. Les jours d'intense pression cédèrent la place à des matinées plus simples, où l'on apprit à se mesurer à l'après. L'épilogue judiciaire, bien que satisfaisant, n'effaça pas les cicatrices. Il rendit cependant justice dans la mesure du possible. Restitution d'une partie des biens, reconnaissance que certaines pièces avaient été falsifiées, condamnation morale et professionnelle pour les protagonistes complices. Mais la reconstruction ne tenait pas seulement à ces décisions, elle se jouait dans les détails du quotidien recomposé. Nala et Zarya revinrent à leur appartement, cette fois sans la lourdeur d'une menace immédiate. La maison, encore par endroits marquée par le vertige des mois passés, retrouva des rituels. Le matin, l'odeur du café ou parfois d'un thé reprit ses droits. Les plantes reprirent forme, arrosées davantage qu'avant. La tortue dessinée sur le frigo fut replacée et une autre, plus petite, se posa à côté. Dessin que Zarya fit au cours d'un atelier scolaire. Nala, qui avait été brisée, réorganisa sa vie. Elle réapprit à dire non sans culpabilité, à accepter l'aide, à demander un prêt pour acheter une petite machine à pain dont elle rêvait depuis longtemps. Elle lança progressivement une activité de pâtisserie maison, un projet modeste, mais connu désormais parmi les voisins. Les clients furent d'abord les mêmes que ceux qui s'étaient approchés pendant l'épreuve, les femmes qui avaient conservé le secret de son courage, les voisins qui avaient goûté sa tarte un soir de pluie, quelques journalistes qui avaient suivi l'affaire et qui voulurent, à leur manière, réparer. Zarya, pour sa part, fut suivie par des professionnels bienveillants, des personnes indépendantes, nommées par le tribunal, pour s'assurer que les gestes des adultes n'avaient pas brisé son enfance. Ils ne l'étouffèrent pas de questions, ils lui offrirent un espace sûr pour poser ce qu'elle ressentait. Elle revint à l'école avec une timidité nouvelle et une confiance aussi qui se voyait dans l'assurance de ses pas. Elle cessa de cacher la tablette dans son sac comme un secret. Elle laissa parfois Tabi à la maison, relique d'un temps qui avait servi à découvrir la vérité. Parfois elle regardait la vidéo avec sa mère, mais seulement les extraits qui parlaient d'elles deux, des vacances, de leurs danses, des chansons. Elles transformèrent la tablette en mémoire affective, non dans l'outil de revanche. La parole publique se calma. Les chaînes d'infos qui avaient fait leur miel du sensationnel furent remplacées par des reportages sur la reconstruction, des portraits de femmes qui reprennent leur vie, des chroniques sur la résilience familiale. Nala, qui n'avait pas demandé la publicité, dut apprendre à vivre avec la visibilité. Elle en fit un outil. Elle accepta une fois d'évoquer son histoire dans une émission locale, non pour exciter la curiosité, mais pour encourager d'autres à garder dans la maison des traces neutres, des preuves de l'amour quotidien. La reconstruction se fit dans un mélange de prudence et d'audace. Nala transforma une partie de l'appartement en un petit atelier où elle décorait des cupcakes et préparait des pains. L'odeur du sucre, du beurre et de la farine devint un paysage familier. Elle organisa des cours du dimanche pour les enfants du quartier, y compris des ateliers où chaque enfant pouvait emporter une petite douceur et un dessin. Ces gestes banals, repères du quotidien, furent pour elle la plus grande victoire, regagner l'ordinaire. Le lien entre mère et fille s'était renforcé d'une manière où le spectaculaire n'avait plus de place. Nala avait appris à partager ses peurs sans les laisser la gouverner. Elle enseigna à Zarya par petites phrases la manière de se comporter en public, comment prendre soin d'elle, comment demander la vérité quand elle doute. Zarya retourna à ses jeux, à ses danses, aux dessins de tortues et de nuages. Elle poursuivit sa relation avec Tabi, mais avec moins d'urgence et plus de tendresse. Les cicatrices ne disparurent pas, elles s'estompèrent, comme des pages jaunies. De temps en temps, un regard croisé avec Tamen dans les couloirs du tribunal était un rappel que le conflit avait laissé des traces. Mais la rancœur n'était plus un feu qui consumait, elle était devenue une mémoire utile, une leçon sur la vigilance. Nala trouvait des alliés dans des groupes de femmes qui se rassemblaient pour soutenir celles qui reconstruisaient, et dans des amitiés nouvelles, choisies et loyales. Un soir d'automne, alors que les feuilles viraient au brun, Nala ouvrit la porte de l'atelier. Une cloche tinta. La lumière basse enveloppait la pièce d'un ton chaud. Des enfants riaient, de la farine restait sur le comptoir, et sur une étagère, la petite tablette fissurée était posée à côté d'un pot de crayon. Zarya, qui avait grandi d'un coup tout en restant l'enfant qu'elle était, chanta la chanson que sa mère lui avait écrite. Nala, tenant un plateau de petits pains dorés, sentit une joie simple et profonde. Ce n'était pas l'effervescence d'une victoire spectaculaire, c'était la paix retrouvée dans les gestes du quotidien. La dernière image que garde le récit n'est pas celle du tribunal figé.
ni celle des actes reprochés. C'est une image plus discrète, la main de Zaria qui glisse dans celle de sa mère pour traverser la rue, toute légère, toute libre d'un fardeau qui, un jour, avait semblé inamovible. Elles s'arrêtèrent devant un petit banc, s'assirent et regardèrent le ciel. Une voiture passa, un passant s'arrêta pour saluer. Dans l'air, il y avait la promesse ténue d'un matin après la nuit. Et la mémoire de cette journée au tribunal resta comme une pièce d'orfèvrerie fragile mais indestructible. Au moment où la salle entière avait figé, une enfant avait choisi de garder un souvenir et de le montrer. Ce geste simple, appuyé sur un bouton, partager une vérité domestique, avait pesé plus lourd que des dossiers entiers. Il avait montré que la vérité tient parfois dans des choses petites et intimes, et que la justice, lorsqu'elle est mûrie par des preuves humaines et des procédures justes, peut se remettre en marche. Si fin de compte il y eut une leçon à tracer, elle fut celle-ci. La confiance se reconstruit pas à pas, avec patience, et les preuves de l'amour quotidien tiennent souvent à ce que l'on croit anodin. Nala le savait maintenant. Elle avait perdu beaucoup, mais elle avait regagné l'essentiel. La présence, la liberté, la possibilité de recommencer. Zaria, qui avait sauvé l'histoire en la filmant sans le savoir, grandit avec la certitude qu'elle pouvait, par son courage enfantin, changer l'ordre des choses. Merci d'avoir suivi ce chemin avec nous. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez.